Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre une table ronde organisée par la mission commune d'information du Sénat sur la politique en faveur des jeunes. C'est une mission présidée par la sénatrice Raymonde Le Texier. Cette table ronde se présente sous la forme d'un échange avec les syndicats étudiants sur les thèmes de la formation, de l'orientation, de l'emploi, mais également de l'autonomie des 16-25 ans. Cette table ronde intervient dans un contexte social particulièrement difficile pour les jeunes. Le nombre de chômeurs de moins de 25 ans pourrait en effet grimper jusqu'à 650 000 en 2009, du jamais vu depuis 1994. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs annoncé un plan d'urgence en faveur des jeunes basé sur l'essor de l'apprentissage et sur la formation en alternance. Tout de suite donc direction la salle Clémenceau pour cette table ronde avec les syndicats étudiants. Je vous salue, messieurs, j'aimerais dire mesdemoiselles, mais tant pis pour vous. En mon nom et au nom des membres de cette mission que nous avons, dont je suis Raymonde Le Texier, présidente de cette mission, monsieur de Muenck, et on est le rapporteur. Cette mission a vu le jour il y a juste une semaine. On a commencé nos auditions hier. Les sénateurs ont souhaité mettre en place cette mission d'information sur la politique en faveur des jeunes, compte tenu des difficultés multiples que nous percevons relatives à la jeunesse. On a choisi de travailler sur la tranche d'âge 16-25 ans, sachant que ce n'est pas exhaustif et que ne sont pas non plus exhaustifs les thèmes que nous avons retenus et qui nous paraissent les plus urgents, vraiment urgents à traiter, à savoir tout ce qui tourne autour de l'emploi, donc, et sur lesquels on va vous demander vos points de vue, c'est-à-dire orientation, formation, emploi. On voudrait travailler, et on vous proposera peut-être de le mettre dans le même paquet, dans la même première intervention, sur ce qui est autonomie des jeunes, c'est-à-dire revenus des jeunes, ou absence de revenus des jeunes. Un deuxième tour de table où on regroupera, si vous le voulez bien, les problèmes de logement des jeunes qui nous paraissent également très importants, et on pourrait également parler des problèmes de santé. Les thèmes que nous abordons sont plus limités que nous le souhaitions. Il est bien évident que si vous avez des informations à nous donner, vous pouvez nous les faire parvenir par note, par dossier. Ça enrichira bien entendu notre réflexion. On vous passe la parole. Je ne sais pas comment vous voulez intervenir. On va peut-être commencer par vous venez de monsieur... C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Alors allez-y. Si je puis me permettre. Bonjour à tous, merci. Vous vous présentez, bien sûr. Je m'appelle Jean-Baptiste Prévost, je suis président de l'UNEF. Merci déjà de votre invitation et de cette table ronde. La séparation que vous avez faite entre les différents thèmes, Madame la Présidente, est un peu artificielle, mais je vais m'y contraindre de manière volontaire. Le constat que nous faisons aujourd'hui à l'UNEF sur la situation de la jeunesse, avant d'en venir à quelques propositions sur les thèmes que vous évoquiez, c'est le constat suivant. La jeunesse est une transition dans la vie d'un individu, et la jeunesse devrait être l'âge de tous les possibles où les individus peuvent construire leur projet de vie, d'insertion, de formation, en étant libres d'un certain nombre de contraintes. Or, ce que l'on constate, c'est que malgré l'allongement de la durée des études, malgré l'évolution d'ailleurs de la société, des besoins en termes de qualification qu'il a imposé, malgré également un âge de plus en plus long entre la sortie de la scolarité obligatoire et l'entrée dans le premier emploi stable, depuis une trentaine d'années, la société n'a pas mis en place en direction de la jeunesse les mécanismes de protection, les réponses politiques à même de couvrir ce nouvel âge de la vie de la même manière qu'après la Seconde Guerre mondiale, alors même que après le travail, un nouveau temps de la vie était apparu, notamment l'âge de la retraite. La société avait mis en place un système de retraite solidaire pour sortir les individus de la solidarité familiale ou du travail pauvre. Bien sûr. Pardonnez-moi, vous n'êtes pas du tout en cause. C'est moi qui suis en cause. Je vais me faire gronder parce que j'ai oublié de vous dire que vous disposiez chacun de maximum 10 minutes pour chacun des thèmes. Par ailleurs,
sont, à juste titre, Monsieur de Muec, le rapporteur, propose d'entrée de jeu, avant que vous n'interveniez, de vous dire sur quoi il allait précisément vous questionner après votre intervention, ce qui peut vous permettre peut-être de serrer un peu vos propos. Donc 10 minutes et les questions. Mais c'est moi qui suis en cause, pas du tout vous. Alors on vous demande pas de répondre tout de suite aux questions de Monsieur Demuec, mais ça vous permet de vous situer, peut-être, de serrer un peu vos propos. Donc, je laisse Monsieur Demuec vous dire, lister les questions. Je suis désolée, je suis une présidente complètement nulle. Enfin, pas tout à fait, mais un peu, quoi, en l'occurrence. Bien, plusieurs questions. La première question, ça concerne la manière de renforcer l'efficacité des dispositifs d'orientation, d'améliorer l'articulation entre lycée et université. Selon vous, est-ce que le dispositif d'orientation active commence à porter ses fruits? Troisième question, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités a confié une mission d'insertion professionnelle. Les universités organisent-elles efficacement ces structures? Comment répondre au double problème récurrent, qui est le suivant? De nombreux jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi, tandis que de nombreux employeurs, surtout dans certains secteurs, ne trouvent pas de personnes qualifiées pour occuper les emplois qu'ils proposent. Autre question, comment, à votre avis, régler le problème de la première année de faculté? Est-ce qu'il faut modifier, mettre en place des passerelles, puisque aujourd'hui vous êtes obligé d'aller jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que c'est un problème sur lequel vous avez des idées, des suggestions à faire? Voilà les 4 questions que je souhaiterais vous poser sur cette première partie. Il y aura d'autres questions des personnes autour de la table. Auxquelles nous répondons tout de suite. Pas forcément. D'accord. Vous dites ce que vous avez envie de nous dire en sachant que vous disposez de 10 minutes et que nous, on a ces questions-là en tête. Donc c'est une orientation. On est contraint par le temps. J'entends. Plus vous allez aller à l'essentiel, c'est-à-dire aux propositions. J'entends, même si, de facto, l'approche gouvernementale sur la jeunesse et la mission de Martin Hitch se veut volontairement globale, et c'est, je crois, une bonne approche, et je souhaiterais quand même qu'on puisse avoir un débat un peu politique sur le sujet. En tout cas, c'est notre approche. Donc, je vais aller vite sur le constat, et je vais vite venir aux propositions et aux réponses à vos questions. Donc, premier constat, nouvel âge de la vie, non couvert par aucun statut social. Deuxième constat, je voudrais revenir sur 4 fautes politiques ou 4 mauvaises approches que, par le passé, on a eues en direction de la jeunesse et dont, je crois, nous devons sortir aujourd'hui. La première erreur politique qui a été faite, c'est de considérer la jeunesse comme un mal nécessaire, un purgatoire, une période dont il faudrait sortir assez vite. C'est toujours un état d'esprit qu'on rencontre et qu'on constate, notamment dans les entreprises, qui continuent à demander, même à des jeunes très qualifiés, de faire leurs preuves et de faire preuve de leur expérience. Et ça, c'est, je crois, un premier problème. Deuxième erreur, une opposition qui a été faite par le passé entre deux jeunesses, jeunesse très qualifiée, sous-entendu jeunesse dorée, et jeunesse déshéritée, celle qui est non qualifiée, qui sort du système éducatif, notamment sans diplôme. Je crois que ça correspond à une réalité sociale. Il y a effectivement des inégalités fortes entre les jeunes, et que les situations sont différentes, mais qu'il y a besoin aujourd'hui de reposer le problème de la jeunesse dans sa globalité et de répondre à des aspirations qui sont communes à l'ensemble des jeunes. L'aspiration à se former, l'aspiration à l'insertion professionnelle et le besoin d'autonomie. Et je crois que, à force de diviser les jeunes entre eux, on a eu des réponses partielles, on a revu à la baisse les objectifs, notamment. Et je crois que c'est un moyen d'en rabattre sur les ambitions dont on doit se passer. Et puis ça correspond surtout à absolument pas la réalité où 2/3 des jeunes aujourd'hui sont dans le post-bac, se qualifient de plus en plus, il y a une réelle massification et beaucoup d'enfants des milieux populaires sont aujourd'hui en formation supérieure. Troisième erreur qui a été faite, je crois, c'est que les politiques en direction de la jeunesse ont jusqu'à présent toujours procédé par soustraction par rapport à des dispositifs et à des droits communs, notamment sur le marché de l'emploi et le marché du travail. L'exemple type étant l'idée d'un SMIC jeune ou d'un contrat spécifique. Il faut absolument considérer le fait qu'un jeune a
un projet de formation, un besoin de formation et aspire à une insertion durable et qui soit la plus stable possible et aspire à accéder aux dispositifs de droit commun. Et on a constaté que depuis une quinzaine d'années, tous les dispositifs mis en place en direction de la jeunesse, soit ils ont revu à la baisse un certain nombre de droits, soit ils ne reconnaissent pas la nécessaire autonomie des jeunes par rapport à leur famille, c'est notamment le volet politique familial, soit les jeunes sont entrés par effraction dans un certain nombre de dispositifs. Je pense par exemple aux aides au logement qui aujourd'hui sont un dispositif très efficace qui aide les jeunes à accéder à un logement indépendant, mais qui n'était au départ pas prévu pour eux. Donc on n'est pas aujourd'hui dans une demande, avant de venir aux propositions concrètes, je termine sur mon constat, excusez-moi, on n'est pas dans une demande aujourd'hui de charité, on n'est pas dans une demande aujourd'hui d'empilement de mesures sans cohérence pour colmater les brèches d'un système, on est dans une demande de refonte globale et de reposer en direction de la jeunesse un nouveau projet politique qui réponde à leurs aspirations, qui ouvre des droits nouveaux et qui répondent à leurs besoins de formation et d'insertion. On parlera de la question financière, mais ça ne s'y réduit pas. Je crois qu'il faut, et c'est mon dernier mot sur le constat, reconnaître au préalable aussi des situations de dépendance que subissent les jeunes aujourd'hui. Dépendance familiale qui reproduit les inégalités sociales, dépendance aussi à l'égard d'une situation de précarité, notamment de la précarité des petits boulots pour ce qui concerne les étudiants, concurrents aux études et qui augmente de près de 40% l'échec, notamment en premier cycle universitaire. Donc il faut poser au préalable des objectifs. Pour nous, l'objectif, ça doit bien être de donner les moyens à une génération de construire son projet de vie, de formation et d'insertion, d'accéder à une formation supérieure. C'est le préalable pour entrer dans de bonnes conditions dans la vie active. Et un tel projet, d'ailleurs, aurait des effets macroéconomiques non négligeables, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Pour répondre plus spécifiquement aux questions que vous posiez, tout d'abord sur l'orientation. L'orientation aujourd'hui doit être considérée comme un moyen d'aider les jeunes à construire leurs projets, pas comme une contrainte ou un moyen de les décourager. C'est notamment le problème de l'orientation active tel que nous le constatons aujourd'hui. Principalement par manque de moyens, l'orientation active ne fait pas l'objet, par exemple, de rendez-vous individuels avec les lycéens, ni par les universités, ni par aucune autre structure. Ça se limite souvent à une réponse automatique, parfois par voie électronique, aux besoins et aux questions que peuvent se poser les jeunes et leurs familles, et souvent comme un moyen de réguler les flux en fonction soit des objectifs des établissements en termes de remplissage de certaines filières, soit en fonction d'objectifs en termes d'insertion professionnelle sur lesquels on manque de dispositifs et d'outils aujourd'hui pour mesurer notamment les besoins en la matière. Donc il y a besoin en matière d'orientation, premier élément, de moyens humains et de suivi individualisé dès la troisième, à partir de la troisième, au lycée. Et dans les premiers cycles universitaires, nous sommes favorables à l'UNEF à l'instauration d'un rendez-vous obligatoire d'orientation et à la mise en place d'un suivi d'orientation qui suive le lycéen et l'étudiant pendant tout son parcours. Sur l'articulation entre lycée et université, la transition secondaire supérieure est déterminante, notamment pour mieux lutter contre l'échec dans les premières années à l'université. Ce qu'on constate, c'est que c'est souvent un bizutage pédagogique, le premier cycle universitaire. Les lycéens n'y sont pas préparés. Deuxième constat, il y a des voies de contournement aujourd'hui qui existent et qui font que, trop souvent, les premiers cycles universitaires sont des choix par défaut pour des lycéens qui n'ont pas pu, notamment, aller dans les filières pour lesquelles ils se destinaient. Je pense en particulier au bac pro, au bac techno, qui concentrent aujourd'hui un certain nombre de difficultés lorsqu'ils sont dans les universités et pour lesquels on avait mis en place des filières qui ont été détournées de leur objectif initial. Je pense aux BTS et aux IUT, notamment, je ne développe pas, mais il faut poser la question des structures, c'est un élément important, notamment dans l'enseignement supérieur, et unifier notre système, ou en tout cas rééquilibrer notre système d'enseignement supérieur au bénéfice des universités. Deuxième remarque, il y a besoin de changer la pédagogie en premier cycle universitaire. On est encore trop dans le modèle des cours en amphithéâtre à l'ancienne et d'une pédagogie qui, par manque de moyens, est peu individualisée et fait en sorte que les étudiants sont perdus dans les premiers cycles. Il faut détecter l'échec et les situations d'échec dans les premières années. Il faut notamment l'orientation active pourrait servir à cela, mais ne le fait pas aujourd'hui, pour mettre en place au cours du premier semestre des dispositifs de rattrapage et de lutte contre l'échec. Troisième remarque, il faut mieux préparer les lycéens à l'enseignement supérieur dans le cadre d'une réforme du lycée qui notamment prépare à l'autonomie des lycéens dans le travail et qui leur donne un certain nombre de prérequis méthodologiques qui leur manquent dans les premiers cycles. Je pense à la recherche documentaire, au travail en groupe, à la nécessité de construire un travail qui soit moins un travail
scolaire. Et bien évidemment, quatrième élément, dans les premiers cycles universitaires, il y a un besoin de renforcer l'encadrement qui est aujourd'hui sous les moyennes européennes en la matière. Il n'y a pas assez d'encadrement humain dans les premiers cycles. C'est vrai pour tous les sujets, l'orientation dans les premières années, les bibliothèques peu ouvertes, mais aussi sur l'encadrement en termes d'enseignement. Tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là et qu'on ne mettra pas au niveau les universités par rapport aux classes prépa, aux grandes écoles ou même aux universités européennes en matière d'encadrement premier cycle, la lutte contre l'échec restera une vaine promesse. Et donc j'ai répondu sur l'échec en premier cycle en partie, et mon dernier mot sera sur la mission d'insertion des professionnels des universités. Notre sentiment, c'est qu'on a un peu réinventé la poudre en 2007 sur ce sujet. Ça faisait bien longtemps que les universités s'étaient posé la question du lien au monde du travail, qu'avaient créé des IUT. On parle d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel depuis 1984. Donc il y a eu beaucoup d'habillage autour de cet élément-là. Si on regarde dans le détail, les universités ont un rôle pour mieux préparer les étudiants à l'insertion professionnelle. C'est la question des stages, encadrés et rémunérés, intégrés dans les cursus. Et le corollaire doit être d'ailleurs leur interdiction après le diplôme notamment. On y reviendra peut-être en parlant d'emploi, mais c'est aujourd'hui un moyen de... Ça crée un effet d'aubaine pour les entreprises et ça empêche les jeunes d'accéder à une offre, une solution d'embauche stable. Deuxième élément, prévoir des contenus d'enseignement au sein des cursus. De ce point de vue-là, on a très peu évolué. Module d'enseignement qui prépare à l'insertion professionnelle. Troisième élément, avoir au sein des universités des lieux, des bureaux qui permettent de concentrer l'offre de stages, de mettre en place un suivi des stages et de mettre à disposition des informations sur l'insertion professionnelle. Les BAIP prévus par la loi sur l'autonomie ont été peu mis en place également, en particulier par manque de moyens. Remarque générale, il faut, de notre point de vue, si on veut traiter sérieusement cette question de l'insertion professionnelle, sortir d'un débat public qui aujourd'hui, dont la tonalité aujourd'hui ne permet pas d'aborder cette question de manière satisfaisante, puisque notamment on est en permanence dans une mise accusation du système éducatif, quasiment responsable du chômage des jeunes. Je crois qu'on n'en sortira pas et qu'on n'arrivera pas à trouver les bons dispositifs si l'approche est uniquement celle-ci. Dernière remarque sur l'emploi, je suis désolé, c'est un peu décousu, mais je me plie aux contraintes de l'exercice, ça sera mon dernier sujet. Sur la question de l'emploi, je crois qu'il faut marcher sur ces deux jambes, sur les deux jambes en matière d'emploi des jeunes. Il y a la question des jeunes non qualifiés qui ont un besoin prioritaire d'accès à une formation qualifiante. De ce point de vue-là, les dispositifs proposés par Martin Hirsch de contrats d'apprentissage, de professionnalisation ou d'alternance sont une réponse intéressante, leur montée en puissance, à la condition qu'il y ait une perspective d'embauche claire à la suite et qu'on résolve, la question du taux de rupture particulièrement important, notamment dans les contrats d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est un problème et on ne peut pas faire comme si c'était une solution valable et qui ne pose pas aucune difficulté. Deuxième remarque, mais la deuxième jambe également qu'il faut attaquer, sur laquelle il faut s'attaquer, c'est celle des jeunes qualifiés qui sont de plus en plus nombreux et qui sont, eux, en difficulté lors de l'entrée dans le marché de l'emploi. Nous, on propose plusieurs choses. La première, donc, c'est évacuer toutes les solutions qui participent d'une précarité importante. Je parlais des stages hors cursus. Je pense qu'il faut aussi résorber un maximum les emplois précaires dont que les jeunes sont premiers à occuper et qui ne permettent pas une insertion durable et de qualité. Je crois qu'il faut également reconnaître mieux les qualifications, notamment dans le cadre des conventions collectives, puisqu'on se rend compte que les entreprises bénéficient des compétences acquises et des connaissances des jeunes diplômés sans les reconnaître ni les rémunérer. Et il y a un effet d'aubaine important qui participe d'une désespérance, je pense, chez les jeunes qui rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle. Et dernière remarque, et c'est une proposition que nous formulons notamment auprès de Martin Hirsch, besoin de protéger et de sécuriser d'un point de vue social la période de recherche du premier emploi, qui aujourd'hui, pendant laquelle les jeunes diplômés n'ont pas droit à indemnisation chômage suffisant, malgré les dispositions prévues par l'accord entre les partenaires sociaux en janvier dernier, et n'ont droit à aucun minima social. On chiffre les besoins en termes de financiers, en termes de recherche d'emploi à 4 à 500 euros par mois. C'est à peu près le coût d'un mois de recherche d'emploi. Il faut sécuriser cette période de recherche d'emploi et l'accompagner et mettre en place un accompagnement individuel des jeunes aujourd'hui qui n'existe pas ou qui est trop faible, notamment dans le cadre des missions locales. Donc je crois que sur la recherche du premier emploi et notamment sur la nécessité de mieux sécuriser cette période, il y a un enjeu de réforme important pour les jeunes diplômés. Le prochain à prendre la parole,
Très bien. Vous vous présentez. On essaie de rester dans les 10 minutes. Sinon... Tout à fait. Donc Maximilien Cartier, vice-président de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, donc à la fois organisation représentative et organisation de jeunesse. Je remplace ma présidente au pied levé, donc qui aurait mis un peu plus de féminité dans ce groupe. Donc je m'en excuse. Alors concernant la jeunesse, pour nous, la jeunesse est donc une période de 15 à 25 ans. C'est la période fondamentale de la vie qui va déterminer énormément l'avenir de chaque jeune sur le reste de sa vie. C'est une période qui va, au terme d'emploi, en termes intellectuels, en termes culturels, lui donner des acquis et lui permettre plus ou moins d'avoir un tremplin ou au contraire de partir avec un handicap dans sa vie qui vont le pénaliser et qui va avoir beaucoup de mal à continuer par la suite. Au niveau de la FAGE, on note qu'il y a une multiplicité pour cette tranche d'âge de dispositifs qui existent. Et on a un séquençage de la jeunesse entre les étudiants d'un côté, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui sont issus, donc qui font de la formation ou autre, et donc tout un groupe finalement hétérogène qui existe en termes de jeunesse. Pour nous, ce qui est fondamental, c'est de recréer une certaine homogénéité et de créer une sorte de dispositif où un jeune de 15 ans entre et va pouvoir combler, on va dire, les inégalités qui existent entre les différentes de jeunes de cette classe d'âge. Alors, il est illusoire de penser qu'on va réussir à rééquilibrer totalement les inégalités qui existent. Il y aura toujours effectivement des étudiants qui seront plus fortunés que d'autres, mais il faut au moins permettre d'obtenir un socle, on va dire un minima, qui va permettre à ces jeunes d'avoir un véritable tremplin, d'arriver, de combler les lacunes qui peuvent exister, tant en termes financiers, en termes culturels ou en termes intellectuels, de telle sorte qu'ils puissent avoir de véritables chances pour l'avenir. Ce dispositif doit englober tout ce qui existe actuellement. C'est-à-dire d'un côté, au niveau des étudiants, donc ça c'était assez simple, financièrement c'est tous les systèmes de bourse qui existent, avec notamment une refonte générale du système. Malgré tout, il existe, le système actuel ne tient pas véritablement compte de l'étudiant lui-même. Il se base sur les ressources des parents, il y a des effets de seuil qui sont créés par les différents échelons de bourse, et on peut avoir pour 10 € une différence de revenus au niveau des bourses qui est important et qui ne peut ne pas être justifiée. Donc il y a une refonte à avoir. Au niveau d'un jeune qui n'est pas dans l'enseignement supérieur et qui, par exemple, voudrait un projet professionnel qui ne s'inscrit pas dans une démarche d'enseignement supérieur, il serait intéressant d'avoir un petit peu comme ce qui peut déjà exister, les FADJ, donc les fonds d'aide pour les jeunes dans certaines régions, une sorte de tremplin de financement qui va permettre de construire pour ce jeune un avenir professionnel et un projet professionnel, de telle sorte qu'il ait un accueil, un accompagnement tout au long de son projet professionnel, de telle sorte qu'il puisse partir avec lui aussi une insertion convenable. Au-delà de tout ce qui est financier, j'y reviendrai un petit peu plus tard, il y a aussi en termes, vous parliez d'orientation, tout ce qui était un petit peu insertion professionnelle, il ne faut pas se leurrer, un jeune de 15 ans n'a pas obligatoirement les mêmes compétences, les mêmes chances, on va dire, qu'un autre qui sera plus fortuné. Je vais prendre mon exemple, j'avais des difficultés en mathématiques quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont payé une remise à niveau. Malheureusement, si un étudiant ou un jeune n'a pas ces possibilités-là, il part avec un désavantage. Il faut aussi mettre en place un dispositif de remise à niveau des jeunes de cette tranche d'âge et aussi au niveau de l'université. Actuellement, le baccalauréat déverse un petit peu, on va dire, et un petit peu on arrive au lycée, et on donne le bac à énormément d'étudiants, enfin de jeunes futurs étudiants en se disant bon, quelque part on s'en débarrasse un petit peu et c'est à l'université de trouver la solution pour les insérer, pour les recycler en quelque sorte s'ils n'arrivent pas. Là aussi, il y a tout un dispositif à repenser, un lien qui doit être repensé avec le lycée, de telle sorte non plus de se débarrasser de ces étudiants sans trop se préoccuper de leur avenir, mais aussi de favoriser d'autres, de tout ce qui est, Jean-Baptiste l'a dit, tout ce qui est BTS, insertion par alternance, etc., qui existent et qui ont une image négative parce que justement c'est soit pour ceux qui sont moins bons, soit pour des personnes qui n'ont pas les moyens. Il faut aussi revaloriser ces formations pour permettre à ces jeunes qui réussissent plus ou moins leur baccalauréat de s'insérer dans ces filières. En termes financiers, une autre problématique est le RMI. Le RMI n'est pas disponible pour les jeunes de moins de 25 ans. Là aussi, on est un des derniers pays en Europe qui considère qu'une classe d'âge ne peut pas avoir accès à une aide en cas de perte d'emploi ou en cas de non-emploi. À mon avis, le fait d'élargir le RSA qui existe, qui a été mis en place par Martin Hirsch à l'ensemble de cette catégorie d'âge, pourrait être aussi un dispositif supplémentaire qui va permettre une bonne insertion des jeunes de 15 à 25 ans. Encore une fois, ce dispositif ne doit pas être pris de façon isolée, mais doit être inséré à un dispositif global qui prenne non seulement en compte le côté financier, comme dit, mais aussi le projet professionnel et l'accompagnement du jeune ou de l'étudiant.
Au-delà de ça, j'aimerais quand même aborder un petit peu le point de vue culturel. Des jeunes de 15 à 25 ans n'ont pas non plus les mêmes aptitudes ou les mêmes aptitudes culturelles en quelque sorte, ou n'ont pas eu les mêmes avantages culturels en fonction de leur catégorie sociale. Là aussi, il y a des dispositifs qui existent chez les étudiants qui sont les passes culture, ce genre de choses. Ça pourrait aussi être dans ce dispositif pourrait aussi être inclus une accessibilité facilitée à la culture, facilité aussi à l'obtention du permis de conduire. On en parle un petit peu, on passe peut-être à côté, mais pour un jeune de 15 à 25 ans, de pouvoir obtenir son permis de conduire est quand même un avantage fondamental. Et les classes moyennes ou les classes un petit peu plus pauvres ont beaucoup de difficultés à avoir cet avantage-là. Un autre point en termes de financement peut être l'accès. On parlait de la santé. Vous vouliez qu'on aborde un petit peu la santé. Je vais vous parler à équilibre alimentaire. Prenez un étudiant, il va avoir la chance d'accéder à la restauration universitaire. Donc pour 2,85 €, un tarif social, il peut avoir un repas équilibré constamment et donc réussir à se nourrir convenablement. Malheureusement, un jeune qui n'est pas dans l'enseignement supérieur, qui n'a pas accès au service du Crous, lui est dans la même tranche d'âge et n'a pas accès à ce même service. Donc peut-être dans ce dispositif général, d'avoir soit une sorte de ticket restaurant pour jeunes, ou bien même d'élargir l'accès des restaurants universitaires. Ce sont des structures qui existent, qui fonctionnent déjà bien. On sait qu'elles n'ont pas une fréquentation extrême et qu'il y a un petit peu un déficit à ce niveau-là. Ça pourrait aussi être un avantage pour les jeunes d'accéder à ce genre de choses. Concernant le logement, comme le disait l'UNEF, les APL les étudiants sont un petit peu rentrés dedans par hasard et ont eu cette chance. Je crois que c'est quand même un dispositif fondamental pour cette tranche d'âge d'accéder et d'avoir une certaine autonomie vis-à-vis du domicile familial. Et vous savez qu'actuellement c'est assez injuste finalement quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas de revenus, donc théoriquement vous avez le maximum d'APL, mais malgré ça un barème est appliqué de 5 000 €, donc comme si vous touchiez un minimum de 5 000 € par an, qui pour certains étudiants qui n'ont vraiment pas de moyens les pénalise par rapport à ceux qui auraient un travail ou bien qui ont un petit boulot à côté et qui ont plus d'APL. Donc là aussi il y a une certaine inégalité qui est mise en place et ce système d'accès au logement est quand même un accélérateur formidable, surtout pour cette tranche d'âge. Ce sont ceux qui ont le plus besoin d'accéder au logement et qui ont vraiment le plus de besoin d'avoir une indépendance vis-à-vis de leur famille. Je crois que c'est dans des dispositifs qui sont à repenser, mais encore une fois dans la globalité et pas uniquement penser les APL d'un côté, les bourses de l'autre, une sorte de RMI, RSA pour étudiants, pour jeunes d'un autre côté. Il faut vraiment un dispositif global, repenser ces politiques-là de façon globale pour offrir une sorte de paquet en quelque sorte à un jeune qui arrive à 15 ans et qui puisse savoir en termes d'orientation, en termes financiers, à quoi s'en tenir et une sorte de remise à niveau aussi, un plafond de telle sorte qu'il puisse véritablement bien démarrer dans la vie. Pour terminer, je vais encore rapidement vous parler de la citoyenneté, très très rapidement. Au niveau du service civique, c'est aussi quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Je crois que c'est quelque chose qui ne doit pas être obligatoire pour les étudiants, ou pour les jeunes, mais qui est un vrai plus de vie. C'est un service à repenser, à essayer de généraliser le plus possible, de donner une expérience à cette jeunesse. Et c'est aussi une démarche en termes de citoyenneté qui peut être très intéressante et qui à mon avis, est à promouvoir au sein de ces futurs dispositifs. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. Donc je répondrai à vos questions par la suite. Merci. Vous avez d'autant plus fait le tour de la question que vous avez brassé l'ensemble des thèmes sur lesquels je vous proposais d'intervenir en 2 temps. Donc, comme vous êtes resté à peu près dans votre timing, si vous voulez reprendre la parole sur des points que vous n'auriez pas évoqués, des détails que vous n'auriez pas évoqués dans les points que vous venez de brosser largement, vous pourrez le faire tout à l'heure. Je vais les rechercher. Tout à l'heure, voilà, chercher. Donc, troisième intervenant, je vous rappelle, je souhaiterais là que vous nous parliez essentiellement d'orientation, d'insertion professionnelle, d'emploi, et ensuite on refait un petit tour pour les ressources financières, le logement, éventuellement la santé, la culture. On vous écoute. Vous vous présentez? Oui, je suis Baki Youssoufou, président de la... Pardon? Si nous souhaitons rester dans l'ordre de représentativité, si vous me permettez. Ah voilà. Alors, Rémi Martial, délégué national de l'UNI. Bon, excusez-nous, une représentativité. La jeunesse est quelquefois plus rigide que moi jeune. Comme quoi les conservatismes, c'est pas une question d'âge. Allez-y, monsieur. Bien, merci en tout cas
en guise d'introduction à vous d'avoir mené cette mission, parce qu'effectivement la question des politiques de la jeunesse sont aujourd'hui importantes, centrales, elles sont au cœur du débat et c'est intéressant de pouvoir en débattre entre nous. Permettez-moi simplement, avant d'aborder directement les thèmes de l'emploi, l'insertion, l'orientation, de faire une petite introduction sur ce qui nous semble être important sur la politique de la jeunesse. Tout d'abord, on a deux écueils à ne pas éviter, des réflexes qu'on a eus dans le passé quand on s'adressait à la jeunesse, qu'on menait une politique de jeunesse. Tout d'abord, évitons de mener une politique spécifique aux jeunes. Généralement d'ailleurs, ça a été les politiques dirigées vers les jeunes, plutôt des politiques en termes de développement associatif, développement sportif, et une politique essentiellement basée sur le loisir. Et puis d'un côté également, éviter l'écueil d'un certain jeunisme. Je m'explique, avec des créations d'institutions, pensant qu'en créant des institutions où les jeunes sont représentés, je pense notamment au Conseil national de la jeunesse ou aux Assises nationales de la jeunesse, pensant que ça pourrait répondre à des besoins des jeunes. Non seulement ça ne répond pas aux besoins des jeunes, et en plus ça n'a pas forcément une réelle utilité, et surtout ça confirme l'impression que l'on pourra avoir que la jeunesse est à part dans la société, et que la jeunesse est coupée en quelque sorte d'une partie de la société. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est deux points. Il n'y a pas une jeunesse finalement, mais des jeunesses. Tous les jeunes sont différents. On ne peut pas s'adresser à la jeunesse de la même manière, étant donné que, par exemple, un jeune, quelqu'un qui est doctorant qui a 28 ans peut se sentir plus jeune qu'un jeune agriculteur qui a 20 ans ou qui monte son entreprise. Donc, il est difficile de s'adresser à la jeunesse comme un seul bloc, et c'est pourquoi on comprend l'intérêt politique de s'adresser à des jeunes mener politique entre 16 et 25 ans, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir à aller au-delà. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, les jeunes ne demandent pas à être enfermés dans un statut, par exemple, parce que c'est vrai que c'est une idée qui peut germer dans certains esprits, de créer des statuts de la jeunesse. Les jeunes, finalement, sont d'abord des jeunes adultes et n'aspirent qu'à une chose, c'est qu'on les prenne comme tels, et n'aspirent qu'à leur autonomie. L'autonomie étant effectivement un thème central aujourd'hui. Un petit point là-dessus, permettez-nous. Pour nous, l'autonomie, c'est d'abord un processus. C'est pas quelque chose qui se décrète, c'est pas quelque chose qui se décide, mais c'est un processus dans le temps qui est non linéaire, qui n'est pas le même pour chaque jeune. Quand un jeune qui a 20 ans peut ne pas avoir, deux jeunes de 20 ans peuvent ne pas avoir forcément les mêmes priorités au même moment. Certains, la priorité c'est d'abord le logement, d'autres c'est d'abord l'emploi, d'autres c'est d'abord une formation. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut décréter. Au contraire, pour nous, il faut lever certains obstacles et répondre à trois priorités principales qui sont l'accès à l'emploi, qui sont l'accès au logement et l'accès à la formation. Alors juste un petit point sur l'autonomie également. Il faut penser à l'accompagnement que peut avoir aussi la famille. Lorsqu'on parle d'autonomie, parfois on peut aussi avoir ce réflexe de vouloir nous couper de la famille. C'est pas forcément une volonté. Et la famille a un grand rôle à jouer. Il y a l'INSEE qui a mené une étude qui prouve notamment que 88% des jeunes de 19 à 24 ans reçoivent une aide financière régulière de leur famille. Et c'est un taux qui monte jusqu'à 97% chez les étudiants. Donc l'autonomie, c'est effectivement vis-à-vis de la famille, mais qui doit nous accompagner, et non pas, il ne doit pas y avoir de rupture. Et dans un autre sens, l'autonomie, c'est aussi vis-à-vis des pouvoirs publics. Faut faire attention, nous ne devons pas être les récipiendaires et être les dépendants des pouvoirs publics lorsqu'on parle de politique de la jeunesse. Alors juste quelques propositions donc concernant l'emploi, la formation, l'orientation. Premièrement, nous devons multiplier les passerelles entre les universités et les entreprises. Pour nous, c'est vraiment une priorité, c'est très important. Effectivement, ça a été institutionnalisé avec la mission insertion, avec la loi LRU. Cependant, on répond un petit peu à votre question, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il est difficile de faire un bilan réellement aujourd'hui, mais si certaines universités jouent le jeu aujourd'hui, ce n'est pas le cas de toutes les universités en France. Nous devons favoriser l'emploi étudiant.
les jobs étudiants. Les universités ont un rôle à jouer important là-dedans. Nous proposons par exemple que les universités puissent embaucher des étudiants 10 heures par semaine pour notamment faire de la surveillance en bibliothèque, ce qui permettrait en même temps d'ouvrir les horaires de bibliothèque universitaire plus tardivement ou le week-end. Nous devons mettre en place de véritables bureaux d'aide à l'insertion professionnelle. C'est quelque chose qui a été instauré par la loi LRU. Cependant, les dossiers qui ont été remis sont un petit peu différents. Certains clament le manque de moyens. Pour nous, les BAIP, ça doit être surtout une ouverture vers le monde extérieur et ça doit être un moyen pour les entreprises d'aller embaucher des contractuels, d'aller signer des partenariats avec des vrais professionnels de l'insertion. Nous devons également multiplier des unités d'enseignement sur la connaissance de la vie de l'entreprise. Parce qu'effectivement, si toutes les filières n'ont pas la même valeur, entre guillemets, professionnalisante, il est important pour tous les étudiants d'avoir au moins des bases minimum de connaissance de la vie du monde professionnel, de la vie de l'entreprise, quelles sont les fonctions de l'entreprise, comment on s'y adresse, aussi rédiger un CV, savoir rédiger une lettre de motivation, savoir aller à un entretien, c'est quelque chose d'important, mais auquel de nombreux étudiants aujourd'hui, même à Bac+5, n'ont pas accès. Enfin, concernant les passerelles université-entreprise, pour nous, il est important de pouvoir accompagner le jeune vers un premier emploi et une solution qui peut être à développer, c'est des stages de fin d'études. On voit notamment dans les grandes écoles, c'est quelque chose qui marche très bien. Souvent, le stage de fin d'études, c'est un premier boulot finalement. À la fin du stage, on est généralement embauché par l'entreprise. C'est encore quelque chose qui, dans les universités, n'est pas vraiment ancré. C'est pas encore dans la culture des universités, et c'est un point que l'on pourrait développer. Pour les jeunes qui sont moins étudiants, entre guillemets, parce que là, c'est vrai que c'était des propositions qui s'adressaient plutôt aux étudiants, ceux qui sont arrêtés au bac, voire qui n'ont pas le bac, il nous semble intéressant de pouvoir améliorer des dispositifs existants. Plutôt que de créer des nouvelles aides, regardons déjà ce qui existe. Et deux contrats qui nous semblent intéressants, c'est le contrat d'apprentissage, premièrement, et le contrat de professionnalisation, qui répondent à des attentes. En plus, aujourd'hui, il y a un certain consensus, visiblement, et on le voit notamment à la commission Hirsch, qui a l'air de se dégager pour pouvoir développer ce type de dispositif. Donc, regardez comment faire en sorte de mieux encourager le développement, notamment des contrats de professionnalisation, et notamment fiscalement, mieux encourager les entreprises à pouvoir développer ce type de contrat. Un point sur l'orientation, pour nous, c'est une priorité. Aujourd'hui, il y a un vrai problème d'orientation. On se rend compte notamment pour ceux des collégiens qui vont pas forcément dans les bonnes filières au lycée, des lycéens qui vont pas forcément dans les bonnes filières dans l'enseignement supérieur. Pour nous, l'orientation, c'est un accompagnement au quotidien qui commence très très tôt, qui commence dès le collège, qui se poursuit au lycée, qui se poursuit à l'université. Et on a un vrai besoin d'information. C'est pourquoi les annonces récentes de Xavier Darcos avec la création d'une hotline d'un site internet sont intéressantes, où on pourra avoir toutes les informations, et notamment sur la réalité du marché du travail et sur les débouchés des filières. Alors d'un côté, les débouchés des filières d'enseignement supérieur, des filières des universités, et puis aussi de l'autre côté sur la réalité du marché du travail dans tous les métiers existants, dans toutes les filières existantes, parce qu'on a un vrai besoin d'information. Aujourd'hui, les jeunes sont un peu perdus, parce qu'effectivement, il y a profusion de formation, sauf que on leur dit peu souvent la vérité. On a besoin d'une certaine vérité, savoir que lorsque on s'engage dans certaines filières, eh bien, il n'y a pas forcément des débouchés à la fin, et ça c'est vraiment important d'améliorer ce dispositif, d'améliorer d'un côté donc cette information, et puis ce que l'on demande, et ça touche surtout les universités, et ça a trait aussi un petit peu à la loi LRU, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait enfin les taux de débouchés de chaque filière, diplôme par diplôme, université, qui soient publiés, et que ça soit pas des taux qui diffèrent d'université en université, mais que ça soit des taux qui sont comparables au niveau national. Ça fait très longtemps que ça doit être fait, et là, très clairement, les universités jouent pas le jeu, et c'est quelque chose d'important. Enfin, dernier point qui est un petit peu différent, mais il y a un lien tout de même, nous souhaitons favoriser l'entrepreneuriat.
Lorsque l'on voit le succès du statut d'auto-entrepreneur, on se rend compte qu'il y a une volonté aussi d'aller vers la création d'entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'adresser notamment à des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Ça peut être une solution intéressante, mais les jeunes ont besoin d'outils, ont besoin qu'on les favorise, qu'on favorise un petit peu leurs initiatives, parce que généralement, quand on se tourne vers les jeunes, on a souvent un petit peu l'alarme à l'œil, sauf que les jeunes, ce qu'ils attendent des pouvoirs publics, c'est certes en partie de pouvoir bénéficier d'aides directes, mais c'est aussi surtout qu'on puisse les aider à favoriser, les favoriser à mener leurs projets professionnels, parce que on est aussi une génération qui avons énormément de projets, qui avons énormément d'idées. On n'a qu'une envie, c'est pouvoir concrétiser ces projets. Merci. Merci. À vous, monsieur. Bonjour, Mathieu Bach, délégué général de PDE, promotion et défense des étudiants. Alors, je souhaiterais tout d'abord faire 2 remarques en préambule, et puis j'essaierai de répondre pragmatiquement aux différentes interrogations, aux différentes pistes que vous avez soulevées. Alors, tout d'abord, première remarque, les étudiants sont multiples, divers et variés, leur origine sociale certes, mais également leur appétence pour leurs études, leurs projets professionnels, l'envie de construire leur avenir est certes présent chacun d'entre nous, mais chacun a sa vision de son avenir. C'est une remarque que je pense être nécessaire à faire en premier. Et la deuxième chose, c'est que nous avons vécu depuis 40 ans une massification, une démocratisation de notre enseignement supérieur. C'est une réelle chance pour notre pays, pour notre société, pour l'économie, mais également pour faire grandir ensemble notre nation. Et donc, c'est une bonne chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Alors, vous avez ce premier thème, orientation, formation, insertion. Regrouper, pour nous, c'est déjà une bonne idée de regrouper ces trois thèmes, puisqu'il n'y a pas de bonne insertion sans une bonne formation, et il n'y a pas une bonne formation sans une bonne orientation. Donc il est impossible de séparer ces 3 aspects. Concernant l'orientation, l'orientation se construit, elle se construit au lycée, tout au long du lycée. Pour nous, il est nécessaire de renforcer les relations entre l'université et le lycée en faisant que pendant les heures de vie de classe qui sont dédiées au lycée, des enseignants, des professionnels viennent expliquer ce que c'est vraiment les différents métiers. Nombreux sont les étudiants qui ont certaines visions, certaines icônes d'un métier, alors que ce n'est pas du tout ça ce n'est pas du tout la réalité. Donc il est pour nous nécessaire que l'université, que l'enseignement supérieur aillent dans les lycées, rencontrer les lycéens, leur futur public, que les professionnels également les rencontrent, et tout ça à l'intérieur des heures de vie de classe qui existent déjà dans les cursus des lycéens. À travers expliquer la diversité des métiers, mais également lever cette autocensure qui empêche des étudiants de se diriger vers des formations qui craignent de ne pas réussir, alors qu'ils ont tout à fait les moyens, des filières multiples et variées. Nous avons énormément d'établissements qui proposent multiples parcours. Il faut que les lycéens tentent, aient le courage et soient encouragés à tenter l'excellence, à tenter ce qu'ils ont envie sans aucun frein. Sans aucune autocensure. Pour nous, ce serait déjà une bonne chose que les étudiants entrent en confiance dans les filières, même les plus difficiles. Nous sommes favorables à la création de portails uniques. Vous parliez de l'admission post-bac, de l'orientation active. C'est une bonne chose. Il faut aller plus loin. Il faut que les entretiens soient systématisés. Il faut également, quand on s'inscrit à l'université, qu'on s'inscrive également, qu'on remplisse son dossier social étudiant qui permet d'accéder aux aides sociales du Crous, en même temps faire un portail unique que l'on remplirait pendant son année terminale pour remplir l'intégralité des formalités, mais simplement pour permettre à l'étudiant de bénéficier de tous les dispositifs qui existent et que son orientation et sa situation future ne soient pas le résultat d'un défaut d'information, mais bel et bien d'un choix. Et c'est à partir de ce choix qu'on peut construire son avenir et envisager un premier cycle universitaire d'une manière plus sereine. On parle de l'orientation active. Je préfère le terme d'orientation progressive. Progressive parce que un lycéen ne sait pas exactement s'il va faire un doctorat de chimie organique ou s'il préférera plutôt faire des études de pharmacie ou des études d'ingénieur dans tel ou tel domaine. Pour nous, il est nécessaire qu'il y ait une orientation progressive pendant la licence. Une L1
généraliste qui se spécialiserait au fur et à mesure. Une approche progressive, diversifiée au départ, puis on se spécialiserait au fur et à mesure du cursus universitaire. Vous avez rappelé que la loi Liberté et Responsabilité des universités a instauré comme mission l'orientation et l'insertion professionnelle. Oui, dans son article 1er, en effet. Mais ce n'est pas une préoccupation nouvelle de notre enseignement supérieur. Les IUT ont été créés en 1970. En 1984, on ajoute le professionnel à établissement public à caractère culturel et scientifique. En effet, force est de constater que le résultat est mitigé. Certaines filières ont d'excellents taux d'insertion professionnelle, d'autres sont plus fragiles. Il faut poursuivre ces efforts. Ces efforts passent par, pour nous, la mise en place et le renforcement, la montée en puissance des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle prévus par la loi, puisque pour nous, le seul et unique moyen d'être efficacement intégré dans le marché du travail, c'est d'abord de le connaître, de savoir faire les de motivation, de remplir un CV, mais également de connaître le monde du travail à travers les stages, des stages encadrés pédagogiquement, intégrés dans les cursus, qui ont une valeur pédagogique et également une valeur de formation au monde professionnel, au travail en équipe, qui ne s'acquiert pas forcément sur les bancs de l'université. Tous ces aspects qui doivent être traités au sein des BIP et qu'il faut qu'ils touchent tous les étudiants pour construire leur projet professionnel personnel tout au long de leur cursus. Pour nous, ce BIP est une des clés de cette insertion professionnelle réussie. Un autre aspect est l'échec en licence, qui est catastrophique, qui peut être expliqué par de multiples facteurs. Certains disent un taux d'encadrement trop faible, d'autres disent une mauvaise orientation. Je pense qu'on ne peut pas mettre en place, on ne peut pas donner une seule raison, c'est une multiplicité de facteurs, mais on ne pense pas souvent au manque de reconnaissance, au manque de sentiment d'appartenance qu'ont les étudiants dans leur établissement. Être fier de son université, avoir envie d'y aller, de travailler, ça peut être également une raison, et donc nous soutenons une orientation renforcée certes, mais également donner envie aux étudiants de venir par l'établissement d'une véritable vie de campus. C'est un point que nous avons souhaité souligner ici. Formation professionnelle tout au long des études, mais également tout au long de la vie. Il faut accepter le fait qu'on puisse retourner à l'université, se former. On peut la quitter pour s'insérer sur le marché du travail, puis pouvoir y revenir, mettre en place des comptes qui nous permettraient de se doter d'un certain capital, formation, pour pouvoir y retourner, puis ensuite acquérir des compétences supplémentaires et se réinsérer dans le marché du travail. C'est une solution qui pourrait être extrêmement intéressante. Je terminerai en disant que nous vivons à l'heure actuelle une crise économique qui est grave, qui nous fait prendre des décisions pour y résoudre, mais qui nous offre également une opportunité qui est de repenser, de refonder une méthode, un système. Offrons-nous le droit de chercher toutes les pistes, de chercher tout ce qui est fait en France, à l'étranger, pour essayer de répondre simplement à la demande des étudiants qui est de se construire un avenir. Merci. Merci à vous. À vous, monsieur. Bonjour, je suis Baki Youssoufou, le président de la Confédération étudiante. Alors, tout d'abord, je veux parler uniquement des étudiants, pas par corporatisme, mais surtout par efficacité et par respect aux autres jeunes qui ne sont pas autour de cette table. Donc, les propositions que nous allons faire à la Confédération étudiante sont des propositions en direction des étudiants, à savoir que les questions, les problématiques des autres jeunes nous intéressent, mais on ne se sent pas apte à les représenter. Et tout d'abord, monsieur le rapporteur, les 4 questions que vous posez pour nous sont regroupées dans une seule question qui est celle de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Comment aujourd'hui, le constat commun que nous avons partagé depuis 2006, c'est de dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent de l'université se retrouvent de plus en plus au chômage dans les premières années à la sortie de leur niveau de Bac plus 5. Or, le Bac plus 5 est le niveau de diplôme le plus élevé en France. Donc, pour nous, c'est très grave qu'un pays comme la France ne puisse plus donner envie aux gens d'aller jusqu'au niveau, le plus haut niveau de diplôme pour s'insérer dans leur vie. Et comme ce constat-là, nous l'avons partagé en 2006 et c'est pourquoi en 2006, nous nous sommes battus pour que les candidats aux élections présidentielles se positionnent clairement sur
l'éventualité de mettre une nouvelle mission à l'université, celle de l'insertion professionnelle, qui, en plus de la recherche et de la formation, permettrait aux universités de prendre en charge l'insertion des étudiants qu'ils forment pendant la formation et de les accompagner à mieux réussir leur insertion professionnelle. Ainsi, nous avons mené une campagne, un référendum dans des universités. 200 000 étudiants y ont participé. Les différents candidats se sont engagés à ce que les principaux candidats, je dirais, ils se sont engagés à ce que, s'ils sont élus, ils mettraient en place cette nouvelle mission. Cette nouvelle mission étant aujourd'hui dans les textes, nous nous sommes posé la question, cette rentrée, de qu'est-ce qui a changé vraiment dans la vie des étudiants. Nous avons lancé une enquête et les résultats que nous avons aujourd'hui nous montrent que les étudiants restent encore préoccupés à 76%, principalement par leur avenir professionnel. Et cet avenir, les étudiants ils s'en préoccupent parce que la construction même de leur formation, ils n'ont pas eu les moyens suffisants, les moyens nécessaires pour pouvoir faire des bons choix de formation. Et les étudiants, ils ne demandent pas qu'on les assiste, ils ne demandent pas qu'on les protège, ils demandent qu'on leur donne des armes nécessaires pour pouvoir eux-mêmes se battre dans un monde qui est difficile et qui le devient encore de plus en plus avec la crise. C'est pourquoi, pour nous, la question de la troisième mission, nous avons mené la campagne avant même que ça soit dans la loi, donc nous sommes bien sûr contents que ça soit aujourd'hui dans la loi. La mise en place des BIP comme tête de réseau par rapport à cette mission va dans le bon sens, mais les résultats tardent encore à venir. Parce qu'aujourd'hui, les universités, comme disaient un certain nombre de camarades, ne publient pas encore les taux de débouchés de leur filière. Et les étudiants nous disent dans notre enquête à 76% qu'ils aimeraient bien savoir qu'est-ce qui est devenu ceux qui sont passés par leur filière. Ça, c'est une question centrale chez les étudiants aujourd'hui. Ils aimeraient bien savoir qu'est-ce qui est devenu ceux qui sont passés par leur filière. Et cette question résout en même temps la question aussi des emplois non pourvus, parce que nous attirons juste votre attention sur le fait qu'il faut éviter les solutions d'entonnoir. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui des emplois non pourvus en France, il y a de plus en plus de diplômés. Qu'est-ce qu'on fait? Créons des diplômes pour pouvoir ces emplois. Ça serait des solutions dangereuses. Pour nous, il faut juste faire en sorte que chaque étudiant puisse faire des choix nécessaires et qu'il soit éclairé sur le monde professionnel en sachant exactement ce qui existe dès le lycée pour qu'il puisse s'orienter tout au long de sa vie, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qui existe. Ça, c'est la première question sur la question de l'orientation et la question de la troisième mission de l'université. Maintenant, sur les questions des passerelles. Pour nous, nous pensons que la question de l'orientation est hyper liée aux questions des passerelles, parce que l'orientation est considérée en France comme un moment de transition. Or, pour nous, l'orientation doit se faire de manière perpétuelle pour permettre à l'étudiant de changer de filière, de s'orienter dans de nouvelles filières, de composer avec de nouvelles matières et de faire en sorte qu'ils obtiennent un diplôme dont les compétences sont valides au marché du travail. Et sur la question maintenant plus spécifiquement de l'emploi, les étudiants nous disent à 80% qu'ils savent que leur formation à l'université, quelle que soit la formation, leur procure des compétences énormes. En même temps, ils disent que l'université ne les met pas en valeur. Et qu'eux-mêmes, ils se sentent mal à l'aise de vendre ces compétences. Donc aujourd'hui, nous pensons que les universités devraient mettre suffisamment de moyens pour faire en sorte que chaque étudiant puisse avoir un portefeuille de compétences qui validerait les compétences acquises dans sa formation, mais en même temps les compétences acquises en dehors de sa formation, pendant qu'il est à l'université. En dehors de la formation, il y a aujourd'hui 50% des étudiants qui travaillent, qui déclarent travailler pendant leurs études. Et si on met les étudiants qui travaillent l'été, on va jusqu'à 75%. Et les étudiants, ils nous disent, on sait qu'on acquiert des compétences lorsqu'on travaille, en plus de nos études. On apprend à travailler en groupe, on apprend à gérer notre temps, on apprend même souvent à gérer un agenda d'une entreprise, sauf que ces compétences ne sont ni valorisées par l'université, et donc les étudiants ne peuvent pas les valoriser une fois sortis du système universitaire. Donc les étudiants demandent à ce qu'il existe un portefeuille de compétences qui mettrait dans un même document ou dans un même panier les compétences acquises, en plus des connaissances des formations, les compétences acquises dans la formation et les compétences acquises en plus de la formation.
que ce soit associatif, que ce soit du point de vue emploi étudiant, que ce soit du point de vue des stages. Pour finir sur la question des stages, nous estimons que les étudiants sont très vigilants sur la question du stage. Ils n'aimeraient pas que les stages qui peuvent apporter de vraies compétences deviennent des remplacements de jobs et que les étudiants aimeraient que les stages ne dépassent pas le cadre universitaire, c'est-à-dire que les stages hors cursus soient considérés comme un CDD et que l'étudiant qui ne peut pas aller travailler l'été parce qu'il est en stage, il puisse être en contrat dans l'entreprise où il est en stage. Donc, soit on interdit les stages hors cursus, soit on les considère clairement comme des CDD pour ne pas pénaliser des étudiants parce qu'aujourd'hui, jusqu'à 80% d'étudiants travaillent l'été. Donc, voilà les quelques réponses que nous voulons apporter à cette première série de questions et en attendant les autres. Merci beaucoup. Nous allons passer effectivement aux deux autres points qui sont finances, ressources, revenus de l'étudiant et logement. 5 minutes chacun et auparavant, monsieur le rapporteur vous liste un peu les questions qu'on s'était posées. Alors, 3 questions simples. Il y a une récente réforme des bourses. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore l'adapter ? Deuxièmement, quelles sont vos propositions pour renforcer l'autonomie financière des étudiants? Et troisième question, concerne le logement, quelles sont vos propositions en matière de logement pour les étudiants? Voilà. On reste dans le timing parce qu'il y aura d'autres questions. Donc, on commence par l'UNEF. Oui, avant de répondre à vos questions, je ne ferai pas mystère des propositions de l'UNEF en matière de renforcement de l'autonomie financière. Nous proposons la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation et en insertion, qui soit non pas un revenu minimal d'inactivité, mais une aide à la construction d'un projet de formation et d'insertion, qui repose sur la remise à plat de l'ensemble des dispositifs actuels, que ce soit les aides au logement, les aides directes en matière d'aide sociale étudiante, et également les exonérations fiscales que touchent les familles au titre de leur enfant étudiant ou en formation et de toutes les allocations familiales. Il y a besoin de créer un dispositif nouveau, universel, donc c'est un droit nouveau ouvert à l'ensemble de la jeunesse, et individualisé pour une part en fonction de critères propres à chaque jeune. Nous proposons que les jeunes effectuent une déclaration fiscale indépendante à partir de 18 ans, sur la base desquels on pourrait calculer leurs revenus. On pourrait d'ailleurs aussi mesurer les transferts intrafamiliaux, qui, comme ça a été rappelé, sont aujourd'hui la principale source de financement de la formation, mais qui, s'ils existent, sont par nature profondément inégaux et injustes socialement. Donc on est dans une situation actuelle du point de vue du financement de la formation qui est quand même la priorité aujourd'hui, parce que on nous répond souvent, vous parlez de politique jeunesse et vous résumez ça à une aide à la formation supérieure. Ça concerne 2/3 des jeunes et d'un point de vue politique, nous pensons qu'aujourd'hui ça doit être une priorité de renforcer l'accès des jeunes, notamment des non qualifiés, à une formation qualifiante. Donc on ne pourra pas faire l'impasse d'une réponse à la difficulté financière que rencontrent les jeunes pour avoir les moyens de se former, qui est, je rappelle quand même que les raisons financières sont aujourd'hui la première cause d'interruption d'études. Donc on peut le traiter par le biais du logement, on peut trouver d'autres angles d'attaque, mais cette question-là est néanmoins indispensable. Nous pensons aujourd'hui que, évidemment, ce projet a un coût, mais qu'il relève d'un choix de société sur lequel il sera difficile de faire l'impasse. Nous pensons que nous pouvons procéder par étapes en la matière, et qu'une première étape pourrait être la remise en cause, et c'est une priorité pour nous, si on veut vraiment parler d'autonomie, des dispositifs fiscaux dont bénéficient aujourd'hui les familles au titre de leur enfant étudiant. On est dans une situation très paradoxale en France, où on est dans un entre-deux assez exceptionnel en Europe. Je vous fais pas le tableau, mais les pays du Nord, évidemment, font le pari de cette autonomie renforcée, assortie bien évidemment de contreparties et de garanties en termes de réussite dans les études, de recherche d'emploi, etc. C'est évidemment un sujet sur lequel il faudra discuter, mais n'inversons pas les choses, discutons des contreparties une fois qu'on a posé un principe
principe et un droit. Deuxième chose, dans les pays latins, c'est encore évidemment par le biais de la famille. En France, c'est un entre-deux dont aujourd'hui qui rend le système totalement illisible et surtout totalement anti-redistributif et injuste socialement. Et j'insiste sur cette dimension-là. On ne peut pas traiter la question de la jeunesse si on ne s'attaque pas non plus aux inégalités qui se reproduisent dans ce temps de la vie et qu'on traîne pendant toute sa vie pour le futur. Et nous sommes également partisans de sortir d'une logique de financement de la formation qui soit une logique individuelle, qu'il y a encore, que ça soit par le biais de dispositifs remboursables ou de prêts, dont on a vu d'ailleurs les prêts mis en œuvre et mis en place à la rentrée dernière par Valérie Pécresse ont été un échec total. Je ne reviens pas sur les accords de fond que nous avons avec le droit à l'endettement que ça a ouvert pour des jeunes et ajouter l'endettement à une insertion professionnelle difficile après les études, c'est quand même un problème. Au-delà des éléments de principe et au-delà du fait que les banques ne sont pas promptes aujourd'hui à ouvrir les vannes des crédits individuels, ça posait quand même on a constaté un échec parce que les étudiants ne veulent pas prendre ce risque. La ministre avait parlé de 15 000 prêts au 30 décembre, 60 000 pour la fin de l'année 2009. Il y en a à ce jour 2300 qui ont été décaissés. Donc voilà, je pense que il faut sortir un peu des préconçus idéologiques en la matière. On a essayé, réessayé l'ensemble de ces formules pendant longtemps. Ça n'a pas résolu le problème. Avant de répondre juste à vos questions, je termine, je fais rapidement. Sur ce sujet-là, sur la question de l'allocation autonomie, notre position est de dire qu'aujourd'hui, il faut sortir les étudiants des situations de dépendance dans lesquelles ils sont, et les jeunes, dépendance familiale, j'en ai dit un mot, et également dépendance à la précarité, notamment des petits boulots. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une masse importante d'étudiants obligés de travailler à côté de ces études. Il s'agit de reconnaître à un moment donné que la vocation sociale d'un étudiant, c'est d'étudier, c'est de se former, et qu'on pourra avoir l'ensemble des exigences nécessaires en direction des jeunes en matière de formation à partir du moment où on leur donne les moyens de le faire dans de bonnes conditions. Et qu'aujourd'hui, le salariat étudiant est une cause de renforcement de l'échec. Et je fais juste la remarque suivante, c'est quand même paradoxal, c'est jamais dans les grandes écoles, jamais dans les facs de médecine, jamais dans les classes préparatoires, là où les publics sont socialement plutôt homogènes, qu'on a les moyens de cumuler les emplois et les études. C'est toujours dans les filières qui sont socialement celles qui accueillent les jeunes les plus en difficulté. Donc ça pose quand même une question de justice sociale, je crois, importante. Il y a des effets en termes de progrès social, en termes d'effets macroéconomiques à une telle mesure. On libère des emplois, un nombre important d'emplois, et dans le contexte actuel d'augmentation du chômage, je pense que c'est un élément important. On augmente le nombre de jeunes qualifiés et de jeunes disposant d'une qualification, et ce sont les emplois de demain. Préparer l'après-crise, ça nécessite aussi, dès maintenant, de mettre le paquet sur la formation. Ça a un effet, une telle mesure, un effet fortement redistributif, notamment depuis qu'il y a une grande majorité des jeunes qui sont en formation supérieure. Quand on était sur 50 000 à 200 000 jeunes, faire un dispositif spécifique, c'était les enfants des milieux sociaux favorisés. Aujourd'hui, on est dans un dispositif largement redistributif. On serait dans un dispositif largement redistributif. Je termine juste, je ne peux pas m'empêcher de répondre au rapporteur. La réforme des bourses. Son principal problème, c'est qu'elle était insuffisante. Laurent Wauquiez avait parlé en 2006 de la nécessité d'une politique pluriannuelle à hauteur de 350 millions qui permettent d'augmenter le nombre de boursiers, notamment vers les classes moyennes, et le montant des aides. On a été sur, à la rentrée 2007, des annonces qui ont tourné autour de 50 millions, donc problème d'ambition. Deuxième problème, la réforme des bourses a modifié les critères d'attribution. On a beaucoup ramé pour faire en sorte que, notamment, les objectifs fixés par la ministre de 50 000 nouveaux boursiers à cette rentrée soient atteints. Les plafonds n'ont pas été assez relevés et beaucoup d'étudiants se sont retrouvés avec une aide moins importante parce qu'on prenait moins en compte l'éloignement, etc. On a un peu rectifié les choses, mais pas suffisamment. Il faut rétablir un certain nombre de critères qui ont été supprimés précédemment. Je ne développe pas. Et nous pensons aujourd'hui, nonobstant le dispositif global qu'il faudra mettre en place et dont j'ai parlé, qui a besoin en priorité en direction des étudiants d'un nouvel effort pluriannuel en matière d'amélioration des conditions de vie étudiante, la mise en place d'un 10e mois de bourse pour couvrir le coût de la rentrée. Le président de la République a fait des gestes en matière d'aide, notamment en matière d'allocation de rentrée scolaire pour un certain nombre de familles et d'enfants. Les étudiants, c'est la seule population aujourd'hui où on n'a rien fait pour justement couvrir le coût de la rentrée. Donc dans le contexte, ça aurait un sens. Et à partir du moment où l'année universitaire s'est allongée depuis 2003-2004, 75% des étudiants rentrent avant le 15 septembre. Pourquoi est-ce qu'on ne touche les bourses qu'à partir du mois d'octobre? Cette mesure-là est importante. Et après, évidemment, des mesures d'augmentation du système sur lesquelles je ne reviens pas. Vous avez parlé déjà beaucoup de ça. Okay.
Je vais être très court, je vais répondre directement à vos questions. Donc, concernant la réforme des bourses, effectivement, ça a été un bon progrès cette année en termes d'augmentation de nombre de boursiers échelon 0 et même la création d'échelon 6. Après, il faudrait de plus en plus que ces aides sociales soient adaptées aux besoins de l'étudiant, à différents niveaux. Dans un premier temps, il faudrait que le Crous soit un guichet unique des bourses, c'est-à-dire que vous avez différents systèmes d'aide sociale qui existent pour les étudiants qui sont rattachés au ministère de la Culture, les IFSI ou infirmiers qui sont rattachés aux régions. Donc, on a une manque de lisibilité à ce niveau-là. Donc, une chose importante, c'est déjà de faire que le Crous soit l'interlocuteur unique pour tous les demandeurs de bourse. Ensuite, il faut effectivement que ces aides sociales soient adaptées aux besoins réels de l'étudiant. Donc, j'ai déjà parlé des effets de seuil tout à l'heure qui existent, et donc il faudrait mettre en place une sorte de linéarisation des bourses, de telle sorte qu'en fonction des revenus, on puisse avoir une augmentation, une courbe qui augmente et qui ne soit pas par effet de palier. La deuxième chose est la question d'une répartition plus équitable des aides. On parle souvent de la demi-part fiscale, donc nous on est plutôt et fortement pour la suppression de cette demi-part fiscale et une redistribution un petit peu plus équitable des aides aux étudiants et qui soit réinvestie à ce niveau-là dans le système de bourse. Au-delà de ça, on prend encore trop en compte le revenu des parents dans le calcul des bourses. Il faut aussi à certains moments se rendre compte qu'il y a une indépendance avérée de certains étudiants et qu'elle doit être prise en compte. Au-delà de ça, il y a aussi la particularité en termes d'année universitaire d'étudiants. Effectivement, comme Jean-Baptiste Prévost le disait, il y a la rentrée étudiante qui est un moment important. Donc ça fait de nombreuses années où la FAGE milite pour une allocation de rentrée étudiante, de telle sorte que les étudiants puissent s'installer et puissent faire part à leurs premières dépenses importantes, de telle sorte qu'ils puissent subvenir à leurs besoins dès le début de l'année. Le 10e mois de bourse fait aussi part depuis la réforme LMD. Effectivement, nous sommes à 10 mois effectifs avec les examens et c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Au-delà de ça, sur le logement étudiant, je vais être un petit peu plus rapide. Il y a des préconisations qui ont déjà été faites par le député Ancio. On est en retard sur pas mal de programmes et on est loin d'atteindre les objectifs. Là encore, il faut un investissement supplémentaire pour rattraper ce retard. J'avais versé à Ducnous ce matin et on nous expliquait qu'avant 2020, on n'aurait pas rempli les objectifs. Donc d'ores et déjà, il faut savoir qu'il faudra attendre 2 CPER pour pouvoir réussir à répondre aux besoins actuels de rénovation et de construction du logement étudiant. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Il faut penser aussi le logement étudiant dans une perspective plus réannuel, pas uniquement voir maintenant les objectifs là d'urgence, etc., mais vraiment construire sur les 10, 20, 30 prochaines années, en fonction de l'évolution possible du nombre d'étudiants, de la répartition géographique, les presses, les 10 pôles de compétitivité qui ont été mis en place par le plan campus sont aussi des choses à prendre en compte, qui vont pas mal modifier le paysage universitaire, et tout ça est à penser dès maintenant, de telle sorte d'offrir une offre convenable pour les étudiants. Au-delà de ça, il faut aussi permettre d'accéder à l'immobilier privé aux étudiants. Il y a encore énormément d'étudiants, notamment issus des classes moyennes, qui ne peuvent pas accéder au logement Crous et qui doivent pouvoir, par différents mécanismes, accéder assez facilement à du logement privé. Ça peut être conventionné avec le Crous et de telle sorte de dispositifs qui existent déjà, qui sont logements en ville. Donc, je ne vais pas développer, mais ça aussi, ça doit être mis en place. Concernant l'autonomie financière des jeunes, alors je serai un petit peu plus réservé que l'UNEF. Effectivement, il faut qu'il y ait une aide aux étudiants de telle sorte qu'ils puissent réunir convenablement leurs études, mais nous ne sommes pas pour une sorte de salaire étudiant qui a pu être proposé. Encore une fois, ça doit être... Ouais. J'ai pas dit salaire étudiant, mais vous l'utilisez de temps en temps, une sorte d'allocation d'autonomie à la jeunesse. Effectivement, il faut des leviers qui permettent aux étudiants notamment ceux issus des classes moyennes qui sont souvent les plus pénalisés dans la mesure où ils n'accèdent pas aux bourses et ils ont beaucoup de difficultés, c'est sûr qu'ils se salarient le plus. Il faut avoir un système qui les aide à mener à bien leurs études. Alors, j'ai pas de solution miracle. À mon avis, c'est encore quelque chose qui doit être pris au cas par cas, étudiant par étudiant, et donc il faut plus une aide personnalisée, à mon avis, et un accompagnement personnalisé notamment avec le projet professionnel de l'étudiant qui doit être pris en compte pour lui verser une sorte d'autonomie financière qui va lui permettre de réussir. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop dépassé. Bonjour, donc Olivier Vial, je suis le délégué général de l'UNI. Pour répondre à vos questions directement, l'autonomie financière, pour l'UNI, comme on vous l'a dit, l'autonomie c'est un processus et ça ne se décrète pas, même avec la carotte d'une autonomie, d'une nouvelle allocation d'autonomie. C'est quelque chose, l'autonomie financière, l'allocation d'autonomie, qui est un vieux cheval de bataille de l'UNEF notamment et de tous les partis de gauche, c'est un vieux cheval dont on sait malheureusement que contrairement à ce qui a été dit, c'est pas
plus juste socialement. Il faut m'expliquer comment, dès lors qu'on donne la même aide à tout le monde, on aura plus de justice sociale que le système actuel, qui est un système sur critères sociaux et qui permet de donner de l'aide à ceux qui en ont réellement besoin. Donc on a véritablement quelque chose qui doit être pensé très différemment. L'autonomie financière, elle se base d'abord sur un revenu qui est un revenu stable, un revenu qui doit être un revenu qui vient de l'emploi. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Alors effectivement, pour les étudiants, les jobs étudiants, contrairement là aussi aux chiffres qui ont été donnés, si on cite des chiffres sérieux, l'INSEE parle de 13% d'étudiants salariés et pas de 50%, 80%. On est du coup le pays européen où on a le moins d'étudiants qui travaillent pendant leurs études. Et si on veut améliorer ça, puisque effectivement, comme l'a dit quelqu'un d'autre, le travail pendant les études permet d'améliorer l'aspect professionnel de beaucoup de cursus et un véritable plus au moment de l'insertion professionnelle. Si on veut améliorer ça, il faut un meilleur accompagnement pédagogique de ces étudiants-là, une meilleure valorisation de leur expérience et aussi peut-être des mesures qui permettent de défiscaliser encore plus fortement le travail des étudiants que ce qui a déjà été fait dans la loi TEPA. Donc c'est une première chose qui peut être mise en place. La seconde chose, c'est effectivement le système de bourse. Le système de bourse tel qu'il a été mis en place et tel qu'il a été réformé va dans le bon sens et permet justement d'aider déjà beaucoup d'étudiants. Et les études de l'EVE montrent bien d'ailleurs que les étudiants, en gros, qui bénéficient des bourses, sont ceux qui ont vu leur pouvoir d'achat relatif le plus augmenter et le moins diminuer sur la période des 10 dernières années. Aujourd'hui, le vrai problème que rencontrent les étudiants, ce sont les étudiants des classes moyennes. Et comment on aide les étudiants des classes moyennes? Effectivement, ça, la réforme du système de bourse n'y a pas du tout répondu. Alors, si on veut encore améliorer le système de bourse actuel, il y a quand même quelque chose, notamment en période de crise, qu'il va falloir répondre rapidement, auquel il va falloir répondre rapidement, c'est qu'aujourd'hui, le montant des bourses est calculé sur le revenu des parents de l'année N-1. En période de crise, quand on a des parents qui sont commerçants, quand on a des parents qui sont salariés et qui perdent leur emploi, ça veut dire qu'il faut attendre 1 an et demi avant de pouvoir bénéficier d'une bourse s'il y a un accident dans la famille. Et donc il faut qu'on soit beaucoup plus réactif. On ne peut pas laisser des étudiants soumis simplement au régime d'aide d'urgence, et il faut qu'on puisse rapidement faire bénéficier pour un étudiant dont les parents viennent de perdre leur emploi, ou pour un étudiant dont les parents sont commerçants et voient leurs revenus d'activité baisser rapidement, qu'on puisse tout de suite l'intégrer dans le système de bourse et pas attendre 1 an et demi avant d'accéder à ce système de bourse. Ça serait vraiment quelque chose qui permettrait de répondre rapidement. Pour les classes moyennes, il y a une seule chose aujourd'hui qui est envisageable, c'est la solution qui est mise en place dans tous les autres pays du monde, c'est une allocation remboursable, un prêt étudiant qui soit garanti par l'État. Effectivement, le système qu'on a mis en place aujourd'hui en France était un peu insatisfaisant parce que c'était avec des prêts bancaires, il y avait peu de banques qui avaient joué le jeu. Ce qui existe, et ce qui avait été d'ailleurs une des propositions de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle qu'on avait soutenu fortement, c'était la création d'un prêt à taux zéro, garanti par l'État, avec ce qui est le plus important dans ce système de prêt, un système de remboursement qui soit spécifiquement étudié pour les jeunes. Et c'est-à-dire que si on veut permettre à des jeunes de recourir aux prêts bancaires ou aux prêts, tout simplement, il faut qu'on leur garantisse que ça ne sera pas un fardeau et qu'ils auront toutes les facilités pour le rembourser. Ce qui existe dans les autres pays du monde, c'est une garantie qu'on rembourse son prêt que dès lors qu'on a un contrat à durée déterminée ou on prorata de son revenu. Ce qui fait qu'on n'a jamais un fardeau d'entrée. Et donc c'est ce système-là vers lequel il faut aller. C'est le seul système qui permet un effet de levier important et qui permet de passer d'un système aujourd'hui où 15% des jeunes sont aidés en France à un système comme il en existe en Nouvelle-Zélande où 100% des jeunes sont aidés grâce à un système d'allocation remboursable. Donc on a vraiment quelque chose qui pour nous est très important, c'est ce système de prêt, le renforcement effectivement des revenus du travail et même pour les étudiants, donc des jobs étudiants avec une meilleure défiscalisation. Pour la question du logement, défiscalisation de l'emploi étudiant, parce qu'aujourd'hui, en gros, l'emploi étudiant, ça fonctionne. La loi TEPA permet à des étudiants qui travaillent pendant l'été de voir leur revenu défiscalisé. Dès lors qu'ils travaillent pendant l'année, ils sont fiscalisés, puisque ça correspond à peu près à 3 mois maximum de travail pendant l'année. Pour le logement, là aussi, contrairement à ce qui a été dit précédemment, effectivement, si on suit les préceptes du plan Ancio, il faudra 10 ans, 15 ans pour permettre à 10% des étudiants de trouver un logement.
Si on continue la logique du logement tout crous, il faudra 10 ans pour que les étudiants se contentent d'une chambre de 9 mètres carrés. Il y a un moment donné où il va falloir peut-être penser à autre chose et regarder ce qui se fait ailleurs. Notamment, il y a des nouveaux acteurs qui aujourd'hui ont une importance plus importante dans le milieu de l'enseignement supérieur, c'est les universités. Elles ont la maîtrise de leur foncier, elles ont la capacité à contracter des partenariats publics-privés, et ça peut être un véritable levier pour créer du logement étudiant. Et d'ailleurs, certaines universités, elles sont encore peu nombreuses, pour l'instant il n'y en a qu'une seule, ont décidé de s'investir sur cette question-là, ce qui permet véritablement de lever et de créer beaucoup plus de logements. La deuxième chose qui peut être aussi intéressante, c'est de faciliter le fait que les collectivités locales investissent dans le logement et le logement étudiant. Et une des propositions que l'UNI avait fait, c'est une modification de la loi SRU pour permettre que le logement étudiant soit totalement intégré dans les 20% de logements sociaux, ce qui permettrait à beaucoup de municipalités de créer du logement étudiant de façon un peu plus importante. Ça, c'est deux mesures qui peuvent être prises rapidement. Et la troisième mesure, c'est effectivement un renforcement de tous les dispositifs qui permettent de rassurer les propriétaires privés en défiscalisant certaines choses, mais de les rassurer vis-à-vis des spécificités des jeunes et du logement. Une des premières spécificités des jeunes et du logement, c'est que les jeunes sont beaucoup plus mobiles que les autres catégories de la population, et donc ils ont tendance à changer plus souvent de logement. Donc un propriétaire préfère louer à quelqu'un, un couple installé, plutôt qu'un jeune. Il faut qu'on soit capable, et notamment là les universités et les grands établissements peuvent mettre en place des structures qui sont capables de dire aux propriétaires: on vous assure et on vous garantit la rotation des étudiants de façon à ce que votre logement ne soit jamais vacant. C'est ce qui a été fait par certaines écoles, notamment dans la région d'Angers, et c'est ce qui permet à beaucoup d'étudiants de bénéficier beaucoup plus simplement de l'accès au parc privé. Parce qu'autrement, si l'étudiant est tout seul face au parc privé, il a des difficultés qui sont quasiment infranchissables. Donc il faut effectivement un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est bien souvent le seul possible, c'est l'établissement d'enseignement supérieur. Et donc là, il y a des mesures à prendre de façon à faciliter notamment la colocation avec une garantie de l'établissement, faciliter la rotation dans le logement avec une garantie de l'établissement, de façon à ce que vraiment on ouvre toutes les modalités pour le logement, parce que c'est la première des difficultés des jeunes aujourd'hui, et là-dessus, les étudiants ont des difficultés, mais finalement sont plutôt les mieux servis, puisqu'on aura peut-être le temps d'en parler dans les questions. Les jeunes apprentis sont eux, ceux qui étudient dans les CFA, sont dans des situations qui sont encore plus difficiles et qui là par contre n'ont aucun système qui leur permet de répondre à leur nécessité de se loger. Merci beaucoup. Donc je vais répondre à vos 3 points. Concernant la récente réforme des bourses de la ministre, que la ministre a enclenchée l'année dernière, ça a permis de rendre le système plus lisible, plus visible. C'est une bonne chose, mais il est inachevé. Inachevé parce que la simplification des nombres de critères a fait que les étudiants en situation de handicap, les étudiants ayant des enfants ont été exclus de ce dispositif, et nous avons demandé à la ministre un état des lieux des dispositifs qui se sont mis en place pour résoudre à ces demandes bien spécifiques. Le dispositif des bourses sur critères sociaux répondant quant à lui à des aspects que tous les étudiants partagent, que sont la distance par rapport au foyer des parents, le nombre de frères et sœurs dans l'enseignement supérieur, etc. et le revenu des parents. Nous avons des recommandations pour l'améliorer. La linéarisation de ce dispositif, car à l'heure actuelle, les effets de seuil qui permettent l'attribution des bourses sont catastrophiques. Pour 1 euro de plus gagné par le foyer fiscal pendant 1 an, il y a une différence de 1 400 € par an pour l'étudiant, ce qui est très important. L'année universitaire s'allonge. Nous demandons un versement sur 10 mois des bourses, avec un effort tout particulier sur la rentrée qui est le moment de l'année où les coûts sont les plus importants. Nous demandons également la mise en place que les Crous soient des guichets uniques pour l'ensemble des aides à destination des étudiants, parce qu'il existe de multiples aides, 150, 200 aides, que ce soit des collectivités régionales, de la région, des départements, des villes, des fondations, etc., etc. Il y a énormément de dispositifs d'aide. Nous demandons que le financement des études ne soit pas une question d'information ou de manque d'information des étudiants, mais bel et bien que toutes ces aides soient répertoriées autour d'un guichet unique qui devrait être piloté par le Crous.
Le versement des bourses pourrait également être amélioré. Je ne rentrerai pas dans le détail par rapport à un rapport de l'IGAENR de 2006 qui est extrêmement intéressant et qui propose que les Crous soient ordonnateurs du paiement de ces bourses, qui permettrait de raccourcir fortement les délais de paiement. On parle d'autonomie financière. Les bourses permettent de répondre à des besoins spécifiques des étudiants défavorisés. Mais il ne faut pas oublier les étudiants des classes moyennes, souvent trop riches pour avoir les bourses et trop pauvres pour avoir les aides fiscales. Ces classes moyennes ne sont pas aidées. Nous proposons de relever les plafonds des bourses sur critères sociaux et également d'avoir une approche plus sur le long terme, qui serait sur une dotation en capital de ces étudiants, enclenchée pendant leur enfance, alimentée par la puissance publique et également par les familles qui disposent néanmoins d'une certaine capacité d'épargne et qui permettrait de doter l'étudiant à l'entrée dans l'enseignement supérieur d'un capital certain qui lui permettrait d'aborder ses études avec un petit peu plus de sécurité. Un rapide calcul, une initiation à 250 €, puis un abondement à la discrétion des familles, mais de 30 € par mois, doterait l'étudiant de 10 000 € de capital à l'entrée dans l'enseignement supérieur, ce qui peut être assez intéressant pour lui-même. Concernant les prêts, nous considérons que les prêts doivent être un recours marginal. Pourquoi marginal? Parce que nous souhaitons que étudier ne signifie pas s'endetter. Néanmoins, les étudiants ont des fois besoin de prêts, il faut le reconnaître, c'est une réalité. Le dispositif des prêts Pécresse n'est pas satisfaisant puisqu'il ne met pas en place un remboursement qui est en fonction du salaire, qui demande un seuil de déclenchement. Nous demandons à ce qu'on mette en place un seuil de déclenchement et également une interruption de ce remboursement en cas de période difficile, de chômage, etc. Donc nous demandons des garanties supplémentaires pour le dispositif des prêts étudiants. Concernant le logement, il faut renforcer l'offre de logement. L'offre de logement Crous, 150 000 chambres, 2 300 000 étudiants, il en manque beaucoup. Le rapport Ancio 2 a préconisé 7 000 réhabilitations, 5 000 constructions par an. Les objectifs ne sont pas atteints, ont été atteints pour la première fois et de justesse grâce au plan de relance. Il faut poursuivre un effort majeur de la nation en matière de logement étudiant Crous, et je dirais même plus dans la région Île-de-France où la situation est extrêmement tendue. Mais le logement Crous ne répondra pas à toutes les demandes, il faut également l'admettre. Il faut permettre aux étudiants d'aller se loger dans d'autres structures, qu'elles soient publiques ou privées. Néanmoins, il y a un frein important. Le logement est la principale dépense des jeunes, des étudiants. Il faut que les aspects de caution et de garant soient rendus beaucoup plus faciles pour les étudiants, élargir le dispositif de Locapass, porter la puissance publique au service de cette caution et de ce garant pour faire que ce ne soit pas un parcours du combattant de se loger et de se loger d'une manière assez convenable. C'est pourquoi nous demandons à ce que les logements qui sont à vocation des étudiants soient labellisés par le Crous, qui est l'expert depuis 50 ans dans le logement étudiant. Il est le seul à même avoir des véritables critères qu'on appelle le référentiel Crous, et que cela permettrait également un meilleur dialogue entre les étudiants et leurs bailleurs. Donc nous sommes en faveur de ces différents points. Ça, quand on passe en dernier. Oui, merci. La question du financement des études, de l'accès à l'autonomie et du logement, pour nous, elle s'associe à la question du choix. C'est-à-dire, pour nous, l'autonomie, c'est un choix. Ce n'est ni une attribution, ce n'est ni un combat, ce n'est ni quelque chose qu'on te laisserait acquérir tout seul, mais c'est te donner suffisamment d'armes pour pouvoir faire des choix dans ton avenir. Alors, cette question d'autonomie, du parcours d'autonomie, pour nous, elle est au centre du débat du financement des études et aussi du logement étudiant. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que, en plus, la crise vient de le renforcer, que les bourses sous critères sociaux ne sont plus suffisants, et surtout quand on est étudiant dans certaines grandes villes, ce n'est plus suffisant. Néanmoins, les étudiants, ils plébiscitent un système basé sur les critères sociaux, et donc la bourse doit être la base
pour les étudiants, et notre enquête le démontre une fois de plus, à 90% les étudiants disent que la base de l'aide sociale doit être les bourses sous critères sociaux, parce que ça permet de donner plus à ceux qui en ont de plus besoin. Ensuite, les étudiants disent ce système étant insuffisant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent. On peut discuter sur les chiffres. En 2007, le Conseil économique et social a rendu un rapport sur la situation des étudiants qui démontre qu'il y a 40% d'étudiants qui travaillent. Et cette année, la même année, l'Observatoire de la vie étudiante démontre les mêmes chiffres. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment d'étudiants en France qui travaillent, sauf si on veut l'ignorer ou on veut se mettre la main sur le visage. Et néanmoins, les étudiants disent aujourd'hui, et le rapport du CES le démontre, les étudiants qui travaillent au-delà de 15 heures risquent d'échouer dans leurs études. Alors, nous, ce que nous proposons, et c'est ce que nous avons proposé au haut commissaire à la jeunesse, que la puissance publique complète le revenu du salariat étudiant à hauteur de 15 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un étudiant qui n'est pas éligible, quels que soient les critères qu'on fixera à la bourse, qui a un peu de temps pour aller travailler, au lieu que ce travail-là devienne pénalisant pour ses études, que la puissance publique complète son revenu à la limite d'un certain seuil horaire. Et ensuite, ça c'est une base pour compléter le système des bourses. Une autre solution pour compléter les bourses, donc pour nous un système social est basé toujours sur la bourse qui doit augmenter en nombre et en volume, mais complété par le premier pilier qui est celui du revenu du salariat étudiant. Ensuite, il y a les bourses d'entreprise. Pourquoi les bourses d'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de filières sont des pépinières pour beaucoup d'entreprises et il faudrait donc associer les entreprises pour qu'ils participent au financement avec l'État comme garant de ce système. Ça voudrait dire quoi? Un étudiant qui rentre dans un BTS de porcelaine en Limousin, qui veut travailler dans une entreprise spécialisée, qui change d'orientation, l'État se substitue pour que l'argent investi par l'entreprise devient un prêt entre l'État et l'étudiant qu'il remboursera une fois inséré dans sa vie. Mais que les entreprises puissent participer progressivement au financement des études de certaines filières. Et un troisième pilier, c'est donc une allocation universelle remboursable qui serait avancée par l'État, pas par les banques, parce qu'aujourd'hui, surtout avec la crise, les étudiants se méfient beaucoup des systèmes bancaires, et à juste titre, parce que tous les jours on en découvre un petit peu plus. Donc les étudiants, néanmoins, sont prêts à prendre une allocation auprès de l'État remboursable, et remboursable une fois inséré dans un travail durable, et remboursable, on pourra trouver des solutions soit indexées au salaire, soit remboursées intégralement par l'étudiant lui-même. Et un tel système est efficace parce qu'elle permettra, elle est universelle, elle permettra à tout étudiant d'y accéder, en plus des autres formes d'aide, et elle est efficace parce qu'elle permettra, à partir d'une génération T, que la solidarité enfloue les caisses d'un tel système. Voilà donc les trois piliers de l'aide sociale. Pour ce qui concerne le logement, pour nous, nous pensons que ce soit les rapports. Oui, j'ai fini sur le logement. Les différents rapports qui ont été rendus publics et les projets de la ministre de construire de nouveaux logements étudiants, ça va dans le bon sens, bien sûr, vu la situation, mais ce n'est pas suffisant. Il faut répondre aux préoccupations immédiates des étudiants. Et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sont dans des situations hyper précaires en matière de logement. Et pour cela, il ne suffit pas de construire de nouveaux logements, il ne suffit pas de changer d'acteurs, il suffit surtout que tous les acteurs se mettent autour de la table, qu'on propose des solutions immédiates, transitoires, qui permettent à chaque étudiant de pouvoir se loger. Et au moins, que les acteurs publics et les territoires créent des espaces où l'offre et la demande des logements peuvent se rencontrer dans un territoire bien donné. Merci beaucoup et bonne route à chacun de vous. C'était la table ronde organisée par la mission commune d'information du Sénat sur la politique en faveur des jeunes. Table ronde avec les syndicats étudiants. Merci de votre attention et à très bientôt sur Public Sénat.